Kinshasa, lors d'un briefing spécial co-animé ce mardi 9 juin par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya et le ministre des Infrastructures et Travaux Publics John Banza, le gouvernement congolais a présenté l'état d'avancement des principaux chantiers routiers du pays. Pour les autorités, les infrastructures doivent devenir un moteur de développement et un outil de cohésion nationale. À Kinshasa, où la croissance démographique accentue les difficultés de mobilité, les besoins en voirie sont estimés à près de 6 000 km. Le gouvernement assure vouloir accompagner les villes et les provinces pour améliorer les conditions de circulation. John Banza a notamment cité la RN1 reliant Banana au Haut-Katanga, dont près de 2500 km ont déjà été construits ou réhabilités. La RN2 entre Mbuji-Mayi et Bukavu devrait accueillir la première autoroute moderne du pays. D'autres routes nationales figurent également parmi les priorités du programme de désenclavement. Le ministre reconnaît que les défis demeurent importants dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est du pays. Mais il affirme que le pays poursuit ses investissements dans les infrastructures. Le gouvernement dit viser 8000 km de routes revêtues à travers les territoires nationaux et met en avant la construction de 301 ponts ainsi que la modernisation d'aéroports, d'aérodromes et des ports. À travers ces projets, les autorités entendent ainsi reconnecter les provinces, faciliter les échanges et poser des bases d'une transformation économique durable. Une ambition de long terme dont la concrétisation dépendra toutefois de la capacité du pays à maintenir le rythme des chantiers annoncés. La MONUSCO installe des postes de police de proximité à Béni pour contenir l'insécurité. Face à la criminalité urbaine qui persiste dans plusieurs quartiers, la MONUSCO renforce son dispositif. La mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC via sa police civile UNPOL a lancé lundi 8 juin un projet de poste de police de proximité à Béni dans le Nord Kivu. Le projet est doté d'environ $70 000 et s'étale sur 2 mois. Il prévoit l'installation de plusieurs infrastructures modernes dans les zones jugées plus exposées. Les quartiers Mambongo, Nenengoulé, Bunji et Sayo sont les premiers concernés. Chaque poste sera aménagé dans un conteneur équipé de mobilier, de matériel informatique et de kits scolaires pour assurer l'autonomie énergétique. 3 de ces structures seront dédiées à la protection des femmes et des enfants. L'accent sera mis sur la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Pour la police nationale congolaise, l'objectif est clair: rapprocher les forces de l'ordre de la population. Selon les responsables, une présence permanente des agents dans les quartiers doit réduire les délais d'intervention et améliorer les réponses aux alertes. L'appui de la MONUSCO ne s'arrête pas aux infrastructures. La mission continue de former les policiers congolais. Les modules portent sur la police de proximité, la gestion des scènes de crimes, la lutte contre les violences sexuelles, l'informatique et le traitement des données criminelles. L'accompagnement inclut aussi les fournitures d'équipements et la réhabilitation logistique de certaines unités. Les autorités policières appellent les habitants de Béni à s'approprier les dispositifs. Elles insistent sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les services de sécurité pour stabiliser les quartiers. La haute cour militaire a condamné à mort le colonel Jean de Dieu Mambweni dans l'affaire de l'assassinat des experts de l'ONU Zaïda Catalan et Michael Sharp, tués au Kasaï en mars 2017. Près de 9 ans après ces drames qui avaient suscité une vive émotion à travers le monde, cette décision marque une étape importante dans la quête de justice, même si plusieurs interrogations demeurent. Cette condamnation intervient au terme d'une longue procédure judiciaire entamée après la disparition tragique de 2 experts qui enquêtaient alors sur les violences et les massacres perpétrés dans l'espace Kasaï au plus fort de la crise liée à l'insurrection des Kamwina Nsapu. Selon les conclusions retenu par la juridiction militaire, le colonel Mambweni a joué un rôle dans les événements ayant conduit à la mort de 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies.
La peine prononcée est plus lourde que celle décidée en première instance, traduisant la gravité des faits retenus à sa charge. Toutefois, cette décision judiciaire ne met pas fin aux nombreuses questions qui entourent encore cette affaire. Depuis plusieurs années, les familles des victimes ainsi que des organisations de défense des droits humains réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ces doubles assassinats. Pour certains acteurs de la société civile, le procès a permis d'établir certaines responsabilités, mais il n'a pas encore répondu à toutes les interrogations concernant les éventuels commanditaires et les motivations profondes du crime. Des voix continuent notamment d'adapter à la poursuite des investigations afin de déterminer si d'autres personnes ont participé à la planification ou à l'exécution de l'opération. La République démocratique du Congo veut changer les caps dans les secteurs miniers. Le 8 juin 2026, le gouvernement a fait savoir qu'il souhaitait s'appuyer sur l'exemple belge pour développer la transformation des minerais sur les territoires nationaux. La RDC réduit du cuivre, du cobalt et d'autres minerais stratégiques. Elle les exporte aujourd'hui en grande partie sous forme brute. L'exécutif entend désormais privilégier une chaîne des valeurs locales. L'idée est de raffiner et de transformer davantage avant exportation. Kinshasa regarde vers la Belgique. Les pays européens s'est spécialisé dans la métallurgie et le raffinage des minerais importés. Il en tire des produits à plus haute valeur ajoutée. La RDC espère adapter ce modèle à ses réserves et à son contexte. Pour l'instant, à savoir, les autorités congolaises n'ont pas détaillé les étapes prévues, ni les calendriers, ni les partenaires, ni les secteurs visés en priorité n'ont été précités. Les défis restent concrets. Énergie, infrastructure et stabilité du cadre juridique conditionnent toute politique et transformation locale. Le sujet revient régulièrement dans les débats sur la gestion des ressources minières. L'argument est constant. Transformer sur place, c'est créer des emplois et augmenter les recettes publiques. La mise en œuvre de cette orientation dépendra des investissements que Kinshasa parviendra à mobiliser.